Chapitre 27. Art martial. Diane de Gastefrisch, pupille du roi. La voix du majordome à l'entrée de la galerie des glaces résonne comme un coup de tonnerre, décuplé par un écho formidable. Mes oreilles évaluent la dimension de la salle à son acoustique hors du commun, avant que mes yeux éblouis en perçoivent les détails. D'abord, je distingue les pilastres de marbre rouge qui semblent soutenir la voûte entièrement peinte, d'où pendent des constellations de lustres scintillants. Puis j'aperçois les immenses fenêtres donnant sur les jardins enténébrés, au pied desquels murmurent des centaines de courtisans en tenue d'apparat. Les riches étoffes s'écartent pour nous ménager un passage à Surage et à moi. Tout en avançant, le cœur battant à tout rompre, je remarque les candélabres baroques qui se dressent au-dessus des perruques. Ce sont des nymphes plaquées d'or, chacune tenant dans ses bras un éclatant bouquet, où se mêlent pampis de cristal et cierges larmoyants de cire blanche. Il me semble que les yeux de ces statues me suivent de leurs regards tremblants, comme si de vraies femmes étaient emprisonnées dans ces carapaces dorées. Bouleversée, je reporte mon attention sur le mur opposé, où de gigantesques miroirs font face aux fenêtres. L'horreur à nouveau. La moitié des courtisans ne s'y reflètent pas. Leur juste corps brodé et leurs robes à sequins semblent flotter dans l'air, tels les vêtements de spectres désincarnés. Le froid glacial qui règne dans la galerie n'est pas dû au courant d'air. Je suis en présence des immortels les plus puissants, les plus féroces du monde. Je m'efforce de fixer mon attention vers le bout de la galerie, où me dirigent mes pas chancelants. Un trône d'or s'élève sur une haute estrade. Les longs accoudoirs et le dossier colossal affectent la forme de volutes tourmentées, d'où émergent des nuées de chauves-souris aux gueules béantes, plantées de crocs aiguisés comme des dagues. On dirait un tourbillon remonté des enfers et figé dans l'or massif, au milieu duquel siège le maître de la Magna Vampiria, Louis l'immuable. En ce 31 octobre 299 de l'ère des ténèbres, 299 ans nuit pour nuit depuis sa transmutation, le monarque porte son costume de sacre. Chemise à majestueux jabot noir, manches cascadantes de dentelle noire, bas de soie noire luisante. Le tout est enveloppé dans un immense manteau de velours sombre, doublé de fourrure d'hermine, dont les pans dégoulinent sur les marches de l'estrade. Au milieu de ce morceau de nuit, sous la chevelure ténébreuse, le masque d'or luit, tel un astre distant. Une voix profonde s'en échappe, sans que ses lèvres fixes ne se meuvent. « Eh bien, mademoiselle de Gastefrisch, il semble que vous soyez toujours à contretemps. L'été dernier, vous vous êtes présentée trop tôt à la cour. Ce soir, vous arrivez trop tard. Et dans quel état ?» Une silhouette voûtée frémit dans l'ombre du trône, enveloppée dans un manteau écarlate au sommet duquel se déploie une gigantesque fraise de tissu blanc. Une tête chauve au teint bleuâtre y est posée, pareille à une tête coupée reposant sur une assiette. Celle d'Exili, le grand archiatre. Son ricanement se répercute sous les hautes voûtes séculaires, comme pour répéter « Trop tard, il est trop tard ». Mon regard tombe sur un large parterre dégagé au pied de l'estrade royale. De part et d'autre se tiennent les professeurs et les pensionnaires de la grande écurie. Le général Barvoc et Zacharie de Granddomaine, Madame de Chantilly et Séraphine de la Pâte-Bise, la chevalière de Saint-Loup et Marie-Ornella de Lorenzi. Tous me regardent avec perplexité, sauf deux aînés, Naoko et Hélénaïs. Sous son chignon orné de fleurs de cerisier et de peignes nacrés, la japonaise me sourit, comme si, en dépit de nos différends, elle était heureuse que je sois enfin là. Au contraire, Hélénaïs me dévisage avec fureur. Ce soir, elle a troqué ses volumineuses robes à panier contre une robe de cuir moulante plus adaptée au combat, semblable à celle que porte Lucrèce. Ma rivale se voyait déjà rejoindre mademoiselle du Crève-Cœur parmi les écuyères du roi, et voilà que je viens lui contester sa victoire. Quant aux deux combattants au milieu du parterre, que mon arrivée a figés en plein duel, je ne peux les regarder sans sentir mon cœur se déchirer. Le sourire éclatant de Tristan lorsqu'il m'aperçoit. Le visage palpitant de Raphaël à la vue de Surage. En sueur dans leur chemise blanche, une courte épée à la main,
Il ressemble à deux pantins suspendus au fil invisible que tient le roi. « Je n'ai aucune excuse, Votre Majesté, » dis-je en exécutant une profonde révérence dans ma jupe de soie lacérée, sous laquelle affleurent mes culottes de velours. « Je sais que je suis arrivée trop tard. Je sais que 8 heures ont déjà sonné, signant ma défaite par abandon. Mais je sais aussi que vous, le seigneur immortel de la Magna Vampiria, vous êtes le maître tout-puissant de l'espace et du temps. » Je me redresse en prononçant ces derniers mots. L'espace et le temps, que j'ai entendu vibrer dans la bouche du monarque alors qu'il se rendait à son observatoire pour contempler le cosmos. « N'êtes-vous pas l'immuable ?» je demande au milieu du silence des courtisans, horrifié que j'ose prendre ainsi le roi à partie. Votre puissance sans limite infléchit jusqu'au cours du temps lui-même, comme en témoigne votre règne qui a mis fin à l'histoire. Que sont quelques minutes de plus ou de moins pour un souverain qui tient l'éternité dans sa main? Nul doute que d'un mot, d'un seul, vous pourriez effacer mon retard. Du haut du trône fantastique, le masque d'or du roi demeure impénétrable. Je lui demande un mot pour m'accorder une deuxième chance, mais je sais bien qu'il lui suffirait de retourner le pouce pour me condamner aussitôt à mort. La salle entière semble retenir son souffle, les secondes suspendues telles des gouttes gelées. Une voix filtre entre les lèvres métalliques. Soit. Aussitôt, la galerie des glaces se ranime. Les courtisans recommencent à murmurer. Les valets reprennent leur service empressés. Derrière le bruissement des robes, Hélénaïs fulmine à nouveau. Tristan se remet en garde. Il se fend d'une botte, profitant du trouble de Raphaël, toujours décontenancé par l'arrivée de Surage. La cour pousse un cri d'excitation. La lame a éraflé l'épaule de l'Espagnol, dessinant une estafilade pourpre sur le blanc de sa chemise. « Surage, puisque vous êtes là, conduisez le perdant à l'infirmerie de la faculté, » ordonne le roi. « Ma pupille n'a plus besoin de votre escorte. C'est seule qu'elle va devoir se battre dans quelques instants. » L'écuyer se précipite pour soutenir Raphaël. Dans les yeux de ce dernier, je ne lis ni la douleur de la blessure, ni le regret de la défaite, seulement la joie d'être dans les bras de son amant. Ils s'éloignent l'un et l'autre, emportant leur précieux secret loin de la cour, qui a déjà reporté toute son attention sur Tristan. La chevalière de Saint-Loup marche jusqu'à lui pour prendre son bras, qu'elle lève bien haut à la vue de tous. « Le vainqueur !» s'exclame-t-elle. Un tonnerre d'applaudissements ébranle la galerie. Lesquels, parmi ces courtisans, saluent servilement le nouvel écuyer du roi? Et quels sont les conjurés qui exultent de voir leur champion si près du but? Ces derniers ont le bras long, s'ils ont vraiment hâté la mort du vieux père de Thomas de Longuedune pour libérer la voie à Tristan, comme Montfaucon l'a supposé. Un sacrifice de plus sur le chemin qui mène à la chambre mortuaire du roi, à la destruction du tyran. La tête bourdonnante des applaudissements, je m'abîme dans le regard de Tristan, et lui n'a Dieu que pour moi, jusqu'à ce que des docteurs en blouse noire, coiffés de hauts chapeaux coniques, l'entraînent en direction de la chambre mortuaire. À cet instant, je sens une main se poser discrètement sur mon poignet, une main glacée. Je me retourne vivement, devinant déjà de qui il s'agit. « Alexandre ? Ne te voyant pas venir, je pensais que tu avais renoncé à te présenter, et je t'avoue que j'en étais soulagée. » me glisse-t-il, son visage angélique froncé par l'inquiétude, entre ses longues mèches rousses. « Ma décision est prise, » je rétorque, pressé de me détacher de lui. « Écoute-moi, » insiste-t-il. « Le roi a décidé que les duellistes se battraient ce soir avec des épées vampiriques. Des lames assoiffées de mort, qui n'ont qu'un seul but, faire couler le plus de sang possible, que ce soit celui de l'adversaire ou du combattant qui la manie. Je t'en conjure, Diane, fais attention à toi. » La voix de la chevalière retentit, me libérant de cet encombrant soupirant qui me hérisse. « Maintenant, au tour des bretteuses !» Elle donne l'épée de Raphaël à Hélénaïs et me tend celle de Tristan. Je baisse les yeux, la mise en garde du vicomte de Mortange résonnant encore dans ma tête. De loin, j'avais pris ces armes pour de simples épées de cour, mais c'était compté sans la perversité du palais. La garde richement ornée a la forme d'une chauve-souris aux ailes à demi déployées pour protéger la main du bretteur. Lorsque mes doigts se referment sur la poignée, j'ai l'impression d'empoigner un morceau de glace.
Il me semble que les 2 rubis figurant les yeux de la chauve-souris émettent une lueur palpitante. Sur la lame forgée dans un acier sombre aux reflets dangereux, le sang de Raphaël rougeoie encore, mais d'un éclat de plus en plus terne à chaque instant. Avec horreur, je me rends compte que le métal absorbe le fluide vital, telle une terre asséchée se gorgeant d'eau. « En garde, mesdemoiselles !» déclare la chevalière de Saint-Loup. Hélénaïs se positionne de profil dans sa robe de cuir. Je lève moi aussi mon épée. Elle vibre au bout de ma main, faisant trembler mon bras comme si elle brûlait de m'échapper. J'ai à peine le temps d'affermir ma prise que mon adversaire se fend dans ma direction. Renonçant à parer son coup de cette arme que je ne parviens pas à maîtriser, je m'esquive au dernier moment. La lame d'Hélénaïs passe à quelques centimètres de mon visage. Des exclamations ravies montent des rangs des courtisans, certains se haussant sur la pointe des pieds pour mieux voir. Déjà, Hélénaïs repart à l'assaut, une expression sauvage sur le visage. Son arme paraît la tirer en avant, ou plutôt, l'escrimeuse et sa lame semblent ne plus former qu'une seule entité sanguinaire. Cette fois, acculé dos au courtisan, je n'ai pas le champ pour esquiver. Je lève mon épée afin de parer la sienne. Fracas des fers qui se croisent. Choc qui se répercute jusqu'au creux de mes os. Regard enfiévré d'Hélénaïs, si proche de moi que je peux sentir sa respiration haletante sur mon front. « Renonce, petite souris », me souffle-t-elle. « Tu sais que je suis la plus forte à l'escrime, et mon épée ne se contentera pas d'une simple égratignure. C'est ton cœur qu'elle veut percer. » Dans les yeux mordorés d'Hélénaïs, je vois brûler la rage de vaincre, mais aussi une forme d'effarement, celui d'une cavalière emportée par sa monture. « Tu prétends être forte », je siffle entre mes dents. « Mais en réalité, tu crains d'être aussi faible qu'Iphigénie. » Les paupières d'Hélénaïs s'écarquillent de stupeur à la mention de cette sœur secrète. Sa lame tremble au bout de son bras. Je profite de sa surprise pour me dégager, dardant mon épée sur sa cuisse pour lui tirer le premier sang. Mais Hélénaïs, rapide comme l'éclair, se ressaisit aussi vite qu'elle s'est laissée aller. Elle bloque ma lame de la poignée de la sienne. Déséquilibrée, je bascule en avant, obligée de lâcher mon épée pour rouler en boule sur le parquet. J'atterris parmi les courtisans à l'autre bout du parterre, percutant de plein fouet un valet qui en laisse tomber son plateau d'étain. Un déluge de verre s'abat autour de moi, se fracassant telle une grêle cristalline sur les lattes du parquet. Le souffle court, des mèches obstruant ma vision. Je tends fébrilement la main vers la poignée de l'épée gisant 1 mètre plus loin. « Attention à toi !» hurle la voix de Naoko dans mon dos. J'ai juste le réflexe de retenir mes doigts avant qu'ils ne s'écorchent. Mue par une force démoniaque, l'épée traîtresse a pivoté au sol pour diriger sa lame assoiffée de sang dans ma direction. Me voilà sans défense au sol, ma propre arme dirigée contre moi, mon adversaire se rapprochant à pas chassés. Pensant la déstabiliser en citant son courrier, je n'ai réussi qu'à déclencher sa fureur. Il n'est plus question d'épargner la petite souris désormais. Elle veut l'embrocher. « Tu es perdu », crie une voix en mon fort intérieur. « Écoute ton instinct », s'exclame une autre. Je saisis un pied de verre brisé et le projette de toutes mes forces sur les plumes frémissantes d'Hélénaïs, comme jadis lorsque je tirais au lance-pierre les faisant en plein vol. Elle pousse un cri perçant. Le cristal effilé a entaillé sa joue. Stoppée net dans sa charge, elle porte la main à son visage, explorant la plaie du bout des doigts, comme si elle ne parvenait pas à y croire. « Le premier sang a été versé !» s'écrie la chevalière de Saint-Loup. « Mais, » balbutie Hélénaïs, « cette garce n'a pas utilisé l'arme réglementaire !» Elle se tourne vers l'estrade royale, tremblante de rage et d'indignation. « Sire, votre pupille a triché! Vous devez la sanctionner !» Les exclamations enfiévrées des courtisans cessent comme par magie. Davantage que le fragment de cristal, ce sont les paroles d'Hélénaïs qui viennent de sceller son sort. Un grondement terrible s'élève du masque royal, faisant vibrer jusqu'au pampi des lustres. « Nous devons. Vous osez nous donner des ordres, vous, une misérable mortelle !» Réalisant trop tard l'impardonnable erreur qu'elle vient de commettre, Hélénaïs lâche son épée. Je suis confuse, sire. Ce n'est pas ce que je voulais dire, bafouille-t-elle. Hors de notre vue,
murmure l'immuable d'une voix sourde, plus assassine que tous les hurlements. Terrassée de honte, Hélénaïs recule parmi la marée des courtisans qui l'absorbent, la dérobant au courroux royal. « La vainqueur !» proclame Saint-Loup en m'aidant à me relever. Comme pour Tristan quelques instants plus tôt, une nuée de docteurs se précipite vers moi, tel un vol de corbeaux. Leurs blouses noires m'emportant dans un sombre tourbillon.